Alors, nous avons une paracha qui traite plus des institutions que des individus. À part une légère exception, où il y a écrit « Ils jugeront le peuple, le Shafetu et Mishpat Sedek » d'une justice juste, ça va nous occuper un petit peu. Et elle s'adresse principalement aux juges dans tous les versets, c'est-à-dire à tous ceux qui vont représenter le peuple dans l'exercice de leur fonction. Et on verra pas en même temps celui Moïse. Salut Jo. Et ça va fonder en même temps la séparation des pouvoirs. Et en même temps, la séparation des pouvoirs, en même temps que l'autonomie du système judiciaire. Alors, on va focuser essentiellement sur la notion de justice, mais je voudrais d'abord vous dire de quoi parle la paracha. En gros, elle va nous parler des institutions. La première institution, c'est le roi. Je ne donne pas dans l'ordre. Hein. Le roi, qui lui va représenter tout ce qui est de l'ordre du politique. Les rois, c'est politique, essentiellement. Chef d'État. Ensuite, va nous présenter, la Torah va nous parler des juges, donc du système judiciaire. Ensuite, elle va nous parler des prêtres, les Kohanim. Et c'est quoi ça? C'est la dimension cultuelle, le culte. Et finalement, elle va nous mettre en garde contre les faux prophètes. Et à ce moment-là, c'est la dimension culturelle, plus culturelle, mais culturelle, au sens de morale. Le prophète, il est là pour tracer la voie morale. Et là, on retrouve, si vous voulez, toutes les fonctions qu'on retrouve dans la société. Il manque rien. Il manque rien. Bon, vous avez l'éducation, etc. L'éducation, ça passe en même temps, tant par le prêtre que par le prophète. Il y a donc séparation des pouvoirs, à part pour le roi. Le roi, lui, il peut siéger au Sanhédrin, du reste, il est obligé de passer par le Sanhédrin s'il veut déclarer certaines guerres, et il peut en même temps décider de lois d'exception. Le juge, il a le code pénal devant lui, et ça, c'est figé dans le temps et dans l'espace. Le roi, lui, à un moment donné, il sent que ça ne va pas bien, eh bien, il peut déclarer une loi ponctuelle, les lois des mesures de guerre, les couvre-feux, tout ce que vous voulez. C'est bien ça. Lorsqu'il y a si vous voulez, ce qu'il y a d'intéressant, ce que le Fatémet nous fait remarquer, c'est que si on prend les termes qui dessinent ces institutions, la royauté, ça commence, c'est un roi, c'est Meller. Retenez bien Meller. Le deuxième, c'est le juge. Shofet. Le troisième, c'est le prêtre. Cohen. Et le quatrième, c'est le prophète Navi. Meller, Shofet, Cohen, Nabi, ça fait quoi si on prend les premières lettres, les Hachet et Bot? Même, pardon? Mishkan. Mishkan. Tout le monde dit, c'est quoi le Mishkan dans notre société à nous, dans la société, dans le peuple, si vous voulez, à part les représentants des institutions, ce sont ces institutions elles-mêmes. Si ces institutions sont conformes à ce que la Torah demande d'elles, eh bien, on a un mini-temple. Et aujourd'hui, c'est quoi le Mishkan?
qui remplit le rôle du Mishkan? Je vous écoute? La synagogue. Non, la synagogue, c'est l'endroit où tu vas prier. Ce sont les rabbins. Oh. Vous avez des rabbins. Je devrais dire, ça devrait être les rabbins, et c'est probablement vrai pour certains rabbins. C'est pas, j'ai pas dit tous les rabbins, j'ai dit les rabbins. Vous avez des rabbins qui sont comme des rois, comme un Meller. Ils arrivent, et puis tu les vois, bon, ils font fonctionner un petit peu le système. Ils sont là derrière le système et ils conseillent, etc. Ça, c'est les rois. Pardon, ça, c'est les rabbins qui sont des rabbins. Le chauffeur, c'est qui? C'est le Dayan. Tu as besoin d'un dîne, tu vas voir un Dayan. Tu as un problème d'héritage ou de rapport avec ton voisin. Tu vas voir qui? Tu vas voir le Dayan, tu vas au Beddin. Il y a des rabbins chez qui tu vas demander une belacha. Ça, c'est le Kohen. Tu n'iras jamais demander une belacha tu n'iras jamais demander un dîne à Baba Salé, par exemple. Baba Salé, tu vas le voir, tu lui demandes une belacha, rien de plus. Et il y a des rabbins eh bien, qui sont là pour insuffler au peuple, pour expliquer, pour donner toute la culture, si vous voulez, de la Torah. Qu'est-ce qu'il y a derrière tel verset? Ça sont des rabbins. C'est des rabbins. Vous les verrez faire des speeches à la synagogue, c'est vrai, mais vous n'irez pas leur demander une belacha. Il y a très peu de gens qui sont allés demander une belacha, Manitou. Non, bon, mais quand j'ai dit à Wiener, j'ai rencontré l'an dernier un genre de voyage, il était Sandak. Et je lui ai dit, je voudrais une belacha. On demande toujours une belacha à un Sandak, vous savez. Qu'est-ce qu'il m'a répondu? Yibelecha Hashem Ishmelecha. Rien de plus. Alors qu'il y en a d'autres, vous mettez les deux mains sur la tête, tous ils ne mettent pas les pieds. Et vas-y. Yibelecha Hashem Ishmelecha. Voilà ce qu'il m'a dit, sans plus. Vous remarquez une chose quand même, chez les chassidim, le rébé, il remplace les 4 fonctions. On ne bouge pas sans le rébé. La belacha, c'est le rébé qui la donne. Le sang de la Torah, c'est le rébé qui la donne. La voiture, on fait la guerre, on ne fait pas la guerre. Comment on vote, c'est le rébé qui le dit. Absagdin, c'est le rébé qui te le dit. Et c'est ça, si vous voulez, c'est le monde chassidique. Il cumule toutes les fonctions. Eh ben, en fait, c'est ça. Alors que ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on nous propose, c'est justement de séparer les fonctions. Voilà. Alors ça, c'était l'introduction. Et si vous voulez, on va focuser plus sur la notion du shofet. Alors, on va commencer par lire le premier verset de la paracha, qui lui-même déjà, si vous voulez, il résume en hyper condensé les principes qui vont régir les institutions judiciaires. Je vais le lire, tout simplement. Shofetim veshotrim. Je traduis mot à mot. Shoftim veshotrim, des juges et des policiers. Titen lecha, tu te donneras. Bechol she'alecha, dans toutes tes portes. Asher Hashem Elokecha noten lach, que l'Éternel, pardon, Asher Hashem Elokecha noten lecha lishvatecha, et que l'Éternel te donne à tes tribus. Toutes tes portes, c'est les portes de la ville. Veshavtu et Ta'am, et ils jugeront le peuple. Mishpat Tzedek, un
jugement juste. Alors, on va prendre un peu de temps pour étudier chacun des mots parce qu'il y a 250 problèmes qui se posent par rapport à ça. Ça s'adresse, ce verset s'adresse au pouvoir qui a l'habilité de juger des rois, si vous voulez. Pardon, d'instituer des rabbins. Comment ça se passe? Comment est-ce qu'on devient rabbin? Comment on devient chauffette? Eh bien, par le chauffette antérieur, par la smicha. Si moi je suis un juge, je peux te moindre comme juge. Et du reste, c'est le problème actuellement. On l'a vu il n'y a pas tellement longtemps. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de Beth Amikdash maintenant? Pourquoi on ne peut pas le construire en Israël? Parce qu'on n'a pas de Sanhedrin. Et pourquoi on n'a pas de Sanhedrin? Parce qu'on n'a plus de Smicha. On n'a plus de quelqu'un qui a été loin, à qui on a donné l'onction de. Plusieurs tentatives, même on a dit, bon, ben, tout le monde se met d'accord, on en oint un. Une fois qu'on a réussi à oindre celui-là, lui, il a la capacité de oindre les autres. Et je vous ai raconté que la dernière tentative, c'était en 1902, chose comme ça. 71 rabbins se sont réunis pour former un Sanhedrin. Et qui avait à leur tête, vous en souvenez ou pas? Le Rav Steinsaltz, rien de moins. Et au bout de 6 ans, il a dit non, je peux pas. Il y a eu tellement d'attaques contre ce système-là, il a dit non, moi je me casse, je n'embarque pas là-dedans. Ça me rappelle, on avait reçu une fois, j'ai oublié son nom, je crois que c'est Berdugo, je ne suis pas sûr, c'est un ami de Moïse. Il était grand rabbin de Londres, du Av Beddin de Londres. Et il me racontait gentiment, il me dit, tu sais, en Israël, ils ont trouvé un système de micro qui peut fonctionner, qu'on a le droit d'utiliser Shabbat. Je dis, ah oui? Il me dit, oui, j'ai vérifié les cachères. Et je lui dis, tu t'en servirais dans ta synagogue? Il m'a dit, non, monsieur, je ne suis pas suicidaire. Ça veut dire qu'il se serait fait rentrer dedans par tous les rabbins. Alors, quel est le premier étonnement qu'on a devant nous ici? C'est que Shoftim Veshotarim. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette paracha? Eh bien, elle nous dit d'abord qu'il faut instituer des juges. Mais dites-moi, est-ce que vous avez déjà vu une société normale fonctionner sans juge? Ce serait sans juge et sans police derrière. Ce serait la débandade totale. Free for all, chacun fait ce qu'il veut. C'était du reste le conseil que Jéthro avait donné à Moïse. Vous vous souvenez? Oui. Moïse était le seul à juger du matin jusqu'au soir. Mais Jéthro arrive et dit, tout seul, tu vas exploser. Tu ne vas pas tenir le coup. Alors, fais-toi un système judiciaire graduel. Arrête. Des tribunaux pour 10, 50, 100, 1000, etc. Et oui, le chidouche, qu'est-ce que la Torah vient nous dire ici? Étant donné qu'on ne peut pas fonctionner sans un système de justice, c'est la moindre des choses. Ce qui est important, ce que la Torah vient de nous dire ici, c'est l'ordre. Shoftim veshotrim. Si la police, toute seule, son rôle, la police, c'est de quoi? De faire appliquer ce que les tribunaux ont demandé. Mais si vous avez le chef de police qui a autant de pouvoir que
le chef du tribunal suprême, comment il s'appelle ici, de la Cour suprême, eh bien, ça part en débandade. Ce qui est important, c'est l'ordre. D'abord, la justice, et ensuite, l'application de la justice. Et pourtant, et si vous n'avez pas ça, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a une société fasciste. Est-ce qu'on en a connu? Absolument. Ça s'appelle la Gestapo. Je ne sais pas si vous avez vu le film 24 heures avant le débarquement. Oui. C'est une merveille, ce film-là. Ils avaient construit un camp pour les Américains et on a kidnappé un grand général qui connaissait tout sur le débarquement et on lui a fait croire que la guerre était finie. Bref, on l'a drogué et puis 24 heures avant le débarquement, et on lui a fait dire des choses et il les a dites. Et puis à un moment donné, il s'est rendu compte qu'il s'était blessé au doigt. Tu te souviens de ça, Sylvain? Tu te souviens du détail? Il s'est blessé au doigt et les autres, il avait passé au scanner, hein, le mec. Et ils avaient raté ça. Et alors il a raconté parce qu'un médecin qui était... C'était pas sur un jour en se rasant. Pas du tout. Non, dans c'est sa en main. touchant une carte d'état-major. Une Exactement, carte qui était sur le mur, il s'est blessé au doigt. Dans son doigt. C'est ça, là, Jacques, tu t'en souviens aussi. Ouais. Alors, non, mais là, il y a eu bagarre entre la Gestapo, qui voulait utiliser ces méthodes d'interrogation, et l'autre groupe qui voulait l'avoir par la psychologie. Alors, c'est ça. On a une société fasciste, c'est bien le cas. L'ordre, ça me rappelle un de mes arguments au moment où la communauté était en pleine bagarre. Pirkei Avot nous dit, Shlosha Debarim Olam Kayam, le monde tient sur trois choses, à la din, sur la loi, à la émet, sur ce qui est vrai, et à la shalom. Alors les gens arrivaient, ils me disaient, ouais, le shalom, c'est la première chose. Non, le shalom, ça vient en troisième position. Si tu n'as pas une société où il y a le din, s'il n'y a pas de din, la justice, l'émet, une justice qui part de principes vrais, tu n'auras pas de shalom. Démarrer avec le shalom, c'est shalom arshav. Ça mène nulle part, ça. Gauchiste de merde. Alors, le chidouche, il est là. Shoftim, d'abord des juges, et ensuite, il faut la faire appliquer cette justice, autrement, ça reste lettre morte. Eh bien, alors, din et shotrim et des policiers qui vont t'obliger à suivre la loi. D'accord? Alors voilà, première question, c'est Shoftim et Shotrim. Pourquoi c'est normal qu'on... Oui, c'est normal, mais fais gaffe. D'abord les juges, ensuite les policiers. Tu te donneras Bechol Sha'alecha. Dans toutes tes villes. Ça veut dire quoi dans toutes tes villes? Eh bien, il faut que ce soit une justice qui soit accessible. Il ne faut pas d'abord accessible, ça veut dire que en même temps c'est réparti et tu ne vas pas attendre 5 ans pour passer en jugement pour un divorce ou pour un problème, un litige avec un employeur ou un employé, n'importe quoi. Tu vas, non, c'est local, ça se règle. Il n'y aura pas de bouteillage, il n'y aura pas d'engorgement de justice, si vous voulez. Et puis, on ne forcera pas les plaignants à faire 500 kilomètres pour pouvoir aller pour avoir un jugement. Alors, si c'est dans toutes mes villes, c'est bien clair que c'est des villes qui appartiennent à ma tribu. Pourquoi le texte continue?
Pourquoi on me dit que c'est dans tes tribus? Quelqu'un a une idée? Parce qu'il y a des tribus qui n'étaient pas en Israël. Non, je relis le verset. Tu te donneras des juges et des policiers dans toutes tes villes que l'Éternel aura donné à ta tribu. C'est clair que ma vie, c'est celle de ma tribu. Qu'est-ce que vous me parlez de ma tribu ici? Alors, le Gemara va dire, c'est une mitzvah de juger les gens de sa tribu. Pourquoi? Mais parce qu'il existe une tribu, une culture tribale. La culture des gens de Pèse et la gens de l'Arrache, c'est pas la même. On a vu déjà ce concept-là à quel moment, vous vous en souvenez? Pour les vœux. Pour me délier d'un vœu, il faut que tu connaisses ma mentalité pour savoir d'où je viens. Oui, mais la justice, c'est la justice. Ça, tu es en train de parler, je vais essayer de prouver exactement le contraire. Je comprends. La loi, c'est la loi, c'est la même. Sauf que cette loi-là, quand elle arrive à... quand tu as à juger deux individus, il faut que tu les comprennes, il faut que tu saches ce qu'ils sont en train de dire, qu'est-ce que telle parole signifiait pour eux et pas telle autre, etc. Encore une fois, c'est un peu une culture. Vous voyez mal un juge lituanien aller juger des gens de Chassidim. Et l'inverse non plus. Il y a la culture qui est, c'est ça, ça veut dire que c'est pas une culture qui est complètement qui est désincarnée. Je ne juge pas des cas, je juge des individus. Un mitnaged, eh bien, il ne jugera pas un chassid. Et c'est les juges qui se déplaçaient. Et là, on arrive à un truisme magnifique. Veshafetu et Aham, et ils jugeront le peuple, mishpat, d'un jugement, tzedek, d'un jugement juste. Alors, voilà comment est-ce que la Bible du rabbinat traduit. D'abord, je traduis les mots, excusez-moi. Mishpat, c'est la loi au sens strict, et c'est en même temps par la suite, c'est le mishpat, c'est le psakdin. Quand j'ai différentes, ça va, comment je vais donner mon jugement, c'est le verdict. Et tzedek, ça veut dire juste. C'est-à-dire que c'est un jugement qui devrait être juste avec la loi, qui est en conformité avec la loi. Le Bible du rabbinat traduit comme ça, ils devront juger le peuple selon la justice. Tu parles, tu vas juger qui n'est pas selon la justice, de quoi on parle? Pourquoi réclamer des juges justes? Est-ce que ça ne va pas de soi? Alors, je vais juste faire une mini-digression pour essayer d'analyser ce point-là. On va prendre le livre de Ruth. Voilà. Histoire qu'on lit à Shavuot. Ouais. Qui commence par la phrase suivante. Vahi bimé. Non, non, non. Vahi, catastrophe. Ouais. Bimé à l'époque. Shefot à Shoftim, où les juges jugeaient. Qu'est-ce qu'il y a eu après? Vahi Ra'av Ba'aretz. Il y a eu la famine dans le pays. Alors, première lecture, Vahi bimé Shefot à Shoftim, c'est au moment où les juges à l'étang des juges, il y avait des juges. Il faut savoir qu'il y a une époque qu'on appelle l'époque des juges.
après l'entrée en Eretz Israël, avant l'institution de la royauté, il y avait des juges. Et c'est des juges qui étaient à la fois, qui remplissaient, si vous voulez, le rôle de leader national. Bon, on en connaît. Samson, c'est un juge. Il y a même une juge femme. Il s'appelait Déborah. Bravo, Déborah. Elle menait les gens au combat. Alors, ça, c'est une première lecture. Mais si c'était le cas pour nous dire ça, on aurait pu nous dire Vahi bimé shoftim. Vahi bimé ha-shoftim. C'était l'époque qui correspond à l'époque des shoftim, qui a duré 300 et quelques années. Hein. Ce n'était pas ponctuel. Avant l'établissement de la royauté. Donc, deuxième lecture, Vaïbimé Shoftim, c'est au temps où on jugeait les juges. On les jugeait pourquoi? Bon, ben, d'abord, premièrement, parce que ils avaient ils n'étaient pas aussi purs qu'ils ne semblaient l'être, qu'ils auraient dû être. Et puis, deuxième lecture, ça veut dire qu'ils n'arrivaient pas à se faire respecter. Troisième lecture, puis Meshepot Ashoftim, c'est le temps où les juges jugeaient. On n'aimait pas ces juges-là parce qu'ils jugeaient. Ça veut dire quoi, ils jugeaient? Ben oui, parce que quoi? Parce qu'ils jugeaient en droit. Et c'est pour ça aussi qu'on pouvait les juger. Qu'est-ce que ça veut dire juger en droit? Ça veut dire appliquer strictement la loi. Ouais. Je vais vous raconter une déception que j'ai eue. Il y a des bouquins qui s'appellent Ahachalti. Une question que j'ai posée, et ça rapporte les jugements qui ont été faits par un rav contemporain, le rav Silberstein, qui a pris des conseils de notre rav, le rav Kremzi. Alors, je vous pose le problème, tiens. Vous allez chez le marchand, le gars va chez le marchand de poissons, et il choisit un poisson. Le poissonnier, voilà ton poisson. Il dit, on soit sympa, ouvre-le-moi. Je veux avoir des papillotes. Et au moment où il ouvre, le poissonnier trouve dedans une perle. À qui la perle? À qui la perle? D'après vous? Celui qui a acheté le poisson. Celui qui a acheté le poisson, bien sûr. Il y en a qui sont contre ça. Le psaque, c'est pas le gars qui a acheté le poisson. Ça appartient encore au poissonnier. Pourquoi? Parce que le gars n'a acheté qu'un poisson et rien d'autre. Est-ce qu'il l'a payé ou il l'a pas payé? C'est ça. Alors c'est ça, on commence maintenant à devenir formaliste. Alors c'est plus compliqué que ça. C'est parce que pour prendre possession de quelque chose, Faut payer. on ne doit pas nécessairement payer. On doit faire ce qu'on appelle un kinyan. Tu prends la chose et je la lève. Et je la donne. Je la prends, je la lève et maintenant elle t'appartient. Et maintenant, elle m'appartient et je te demande de me faire des boulettes de poisson avec ça. Alors, le psa qui a été donné, c'est que ça appartient au poissonnier parce que le bonhomme n'a pas fait le kinyan. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, c'est pas vrai. Mais il a ajouté, mais si le poissonnier veut être sympa, il lui donne une partie et tout ça. Ça veut dire qu'on est coincé par la forme. Où est le fond? Tu connais, toi, beaucoup de bons hommes qui vont chez le poissonnier, qui lui demandent un poisson, et coupe-le-moi, et qui ne l'achètent pas.
au moment où moi j'ai demandé au poissonnier de couper le poisson, est-ce qu'il y a eu un quart de centième de doute dans la tête du poissonnier que ce poisson n'était pas à moi? Et j'ai entendu des choses. Mais non, tu ne l'as pas encore payé. Mais si je ne l'ai pas payé et qu'il a coupé et qu'il ne peut pas le revendre parce que je l'ai acheté n'importe quoi, je crois qu'il va me laisser partir. En droit, la vente n'est effective que lorsqu'il y a transfert. Alors, ça, c'est en droit immobilier, ça, Henri. Encore une fois, je sais pas, quand j'ai lu ça, j'étais pas content. Ça s'appelle juger en droit. Appliquer strictement la loi. Et on va avoir un verset tout à l'heure qui va nous dire, Rabbi Yochanan va dire, לא חרב ירושלים, לא חרב ירושלים, אלא על שדנו בה דין תורה. On a la perte de Jérusalem, la destruction de Jérusalem, est due au fait qu'on a appliqué din Torah. Et quel din je vais appliquer? C'est-à-dire, j'ai pris la loi, je l'ai mise dans un ordinateur, et je dis, bon, ben, tel cas, c'est-à-dire on l'a vu ça, vous metunim badin, soyez circonspects dans le jugement, prenez votre temps. Tu ne traites pas des cas, tu traites des personnes. Tu ne juges pas des cas, tu juges des personnes. Veshafetu etam mishpat tzedek. Mishpat, c'est le droit impersonnel, la légalité stricte. Une convention qui est mise en place pour assurer l'ordre de la société. Dura lex et lex. C'est romain. J'avais été me plaindre une fois au surveillant général. J'étais en 6e au lycée. J'avais dit, le prof, regardez ce qu'il a fait, ça, et c'est moi qui ai raison. Il m'a dit, mon cher ami, Goethe a dit, il vaut mieux une injustice qu'un désordre. J'avais 12, 13 ans, j'en sais plus. Ben, je lui dis, oui, c'était un Allemand. Il faut, ça, c'est ça. Ouais. Mishpat, c'est la loi, stricte, Mishpat. Mais on me demande, Veshafetu etam, Mishpat tzedek. Dans tzedek, vous entendez déjà le mot tzadik. Le tzadik, c'est celui qui va suivre la loi. Noé était un tzadik. Il n'a jamais enfreint la loi. Est-ce qu'il a vraiment aidé ses contemporains? Non. Et le mot, alors dans tzedaka, vous avez ces deux notions. La notion de justice d'un côté et la notion de charité, de charité à côté de ça. Autrement dit, il faut prendre, quand tu manipules le code, il faut prendre en compte la réalité, à qui tu as affaire. Et le Targum ne se trompe pas. Le Targum va nous dire Vedonun yad ama, ils jugeront din dikshot, un jugement de vérité. Comment vous avez entendu en araméen, keshot. Keshot, c'est la vérité. Don Quichotte, c'est le chevalier de la vérité. Il y a toute une thèse pour montrer que Cervantes, c'est quelqu'un qui était juif, à partir de là. Et un peu plus loin, on va nous dire Tzedek, Tzedek, Tirdof. Pourquoi deux fois Tzedek, Tzedek? Ce qui est juste dans la justice. La loi est d'origine divine. C'est une loi qui est fondée sur la moralité proposée comme base de la légalité. Je répète,
une légalité qui a pour base la moralité. Alors dans les autres, on confond légalité et moralité. Si c'est légal, donc c'est moral. Ah bon, vraiment. Dans la culture goy, on va faire primer la légalité sur la moralité. J'ai dû vous le dire déjà 10 fois ça. Si vous n'avez pas vu le film, allez le voir. Trouvez-le. Ça s'appelle The Star Chamber avec Michael Douglas. Oui, oui. Comment tu l'appelles? Le Star Chamber. La chambre étoilée en français, bien The Star Chamber. Non, tu français aussi, Sylvain. Tu connais pas? Non. Trouve-le. Trouve-le. Tu vois au départ un flic qui arrête un bonhomme qui a un paquet de pognon, je sais pas, de la drogue, etc. Et quand il arrive devant le juge, l'avocat dit « Pourquoi vous l'avez arrêté ?» Ben parce que, est-ce qu'il a fait une infraction? Non, alors on le relâche. Le gars vient de tuer, sous tes yeux. Tu es arrivé, tu l'arrêtes. L'avocat dit « Est-ce que vous lui avez dit, vous êtes tout ce que vous allez dire pour être tenu contre vous, etc. » Non, vous voulez... Ah, monsieur, vous pouvez partir. Alors, le droit de Miranda, rights. Hein? Le droit de Miranda, oui. On appelle ça les droits de Miranda. Il n'a pas eu ses droits, donc à cause de ça. Ça s'appelle droit de Miranda, je ne savais pas, non. Ouais, alors, c'est ça. Qu'est-ce qui prime? La légalité. Et la moralité, ah, ben ça, on en parlera une autre fois. On n'est pas là pour ça. C'est ce que Camus a dit. Entre la justice et ma mère, je préfère ma mère. Non, ça, c'est une autre dimension. Toi, tu préfères ta mère. Mais l'autre là-bas, il va dire entre la justice et ma mère, je préfère la justice. Je suis un strict. Dura lex, sed lex. C'est dur. C'est pas ta mère. Et l'autre, il a dit, bon, ben, au nom de lui, il faut que tu tues ta mère. Tu fais partie du peloton, etc., etc. C'est quoi maintenant Mishpat Tzedek? C'est un jugement qui demande un effort d'invention, et d'élaboration pour effectuer une synthèse, justice et charité. L'insertion de l'absolu du droit, de la règle, dans la situation concrète. Je vais vous lire une histoire du Talmud. C'est l'histoire de Rabba bar Hanan, qui est un bon rabbin. Et il a pris un employé pour lui transporter un baril de vin. En route, l'employé fait tomber le baril de vin. Et que fait le Rabbi bar Hanan? Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il lui prend son manteau en gage. Un genre, viens me payer mon vin, etc. Et je te rends ton manteau. Le gars n'est pas tellement content. Ils sont allés voir Rav. Rav, c'est le Beddin, le possèque de l'endroit. Et que dit Rav? Il dit, rends-lui son manteau. Il dit, c'est ça la halakha? Il dit, oui, c'est ça la halakha. Et il donne un verset. L'employé à qui on avait pris le manteau, il a récupéré son manteau, mais il dit, tu sais, moi, il faut que je nourrisse mes gosses, j'ai pas d'argent. Je comptais sur le salaire du transport pour payer mes gosses, pour payer, pour donner pour faire mes, etc. Et Rav répond, paye-lui sa journée.
Et il dit, c'est ça la halakha? Il dit, oui, parce que inversé. Ça veut dire que si on est au niveau du din, du tzedek simplement, c'est strict. Mais le hassid, il va au-delà de ça. Être capable de faire chesed, béhémet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, si ça avait été quelqu'un d'autre, il aurait peut-être eu le droit de garder le manteau. Il aurait été obligé de payer ce qu'il a payé. Mais toi, au niveau où tu es, ta halakha, toi, c'est pas la même que celle de l'autre. Dans l'histoire de la perle de tout à l'heure, si on vient me voir et qu'on me demande de trancher, c'est pas sûr que je vais trancher comme j'aimerais. Si le poissonnier, c'est un millionnaire, c'est Milos, et que le bonhomme, c'est un pauvre gars qui est venu acheter un morceau de poisson, il n'aurait pas dû aller chez Milos, hein, et d'aller prendre un morceau de poisson, j'aurais dit à Milos, donne-lui la perle et le poisson. Mais si c'est l'inverse, si le mec c'est un milliardaire et que le poissonnier il bouffe avec les poissons qu'il vend, c'est bien clair que j'ai une façon grâce à la loi, avec la même loi, de dire c'est pour le poissonnier. Pourquoi? Je resterai technique. Et il n'a pas pris. Tu n'as pas encore, toi le millionnaire, tu n'as pas encore payé le poisson. Alors il n'est pas encore à toi, j'ai de quoi faire. C'est ça ce qu'on appelle un psac. Vous savez comment on appelle une conclusion, un jugement? Ça s'appelle psac, psactine. Et le mot psac, c'est les mêmes lettres que le mot safek, un doute. Ouais. Alors j'ai un doute. Mais Jo, est-ce que quelque part on ne dit pas que même celui qui est pauvre doit être jugé indépendamment de son état de richesse? On va y arriver dans quelques instants. Ouais. On va lire un midrash. Le midrash Rabbah qui va nous apporter une question, qui va répondre à ta question. Est-ce que tu me permets une question, Jo? Oui, monsieur. Une adjudication, par exemple, une auction, où un gars propose d'acheter quelque chose. Il est déclaré adjudicataire et on lui donne, n'est-ce pas? Il pense qu'il est à lui. Entre-temps, le préposé fait tomber l'objet ou casse le cadre ou n'importe quoi, l'objet d'art, il le casse. Qui est responsable et à qui appartient un peu dans l'idée de ce que tu viens de… Oui, sauf que moi maintenant j'ai payé pour ce vase-là. J'ai dit je l'ai acheté. Voilà. Comme le gars qui a acheté un poisson. Mais tu ne peux pas me le livrer. Un poissonnier. Le même cas. Encore une fois, on est dans un psac maintenant. Ça dépend qui j'ai devant moi. Mais le cas que tu as donné, c'est un cas technique. Tu vas à une vente aux enchères, tu achètes le vase de Soissons, hein, tu bides dessus 50 000 $, eh bien, au moment où tu vas en prendre possession, le vase, il n'est plus là. Et tu veux que je paye 50 000 $ pour un truc que je n'ai pas encore reçu? Alors, Mishpat Tzedek, qu'est-ce que c'est, encore une fois? Eh bien, c'est quelque chose qui demande l'effort d'invention pour insérer l'un dans l'autre. Mishpat, la justice et la charité. Et la question qu'on a posée, est-ce que ça ne va pas de soi que de réclamer des juges justes? Non. Non. Ça dépend qu'est-ce qu'on entend par juge. Qu'est-ce qu'on appelle juste? Et c'est pour ça qu'on dit que Dieu,
et dans toutes les assemblées de justice. Il est là pour inspirer les Dayanim, c'est pas évident. Des questions jusque-là? Oui. Oui. Est-ce que ce n'est pas la porte ouverte à la corruption? La corruption de qui? D'un côté ou de l'autre. Non, non. Là, tu as parlé de Dieu, par exemple, qui est présent. Mais les hommes sont les hommes, avec leurs faiblesses. Absolument, c'est pour ça que la Torah, elle est là. Juste après, je vais te dire, n'accepte pas les pots de vin. Et la notion des pots de vin, elle est très large. On raconte l'histoire, je ne sais plus le nom de ce rabbin-là. Tous les jeudis, je crois, le maraîcher lui apportait ses légumes à la maison et le payait. Et cette fois-là, le maraîcher est arrivé mercredi. Il lui a dit, pourquoi tu es en avance? Il dit, ben, demain, je passe en justice avec toi. Mais le gars, il s'est désisté. Je ne peux pas te juger. Est-ce que Lison, comment elle s'appelle? Toujours juge à Saint-Luc? Lison Saraf, elle s'appelle. À Saraf, oui. Oui. Non, alors, une fois, je vais passer en justice. Je vais contester un ticket. Je l'ai appelé. Je lui ai dit, regarde, demain, je passe avec toi. Est-ce que tu vas te désister? Parce que si tu te désistes, je n'ai pas besoin de passer là-bas. Elle me dit, est-ce que toi, ça te dérange que ce soit moi qui donne le... Je lui dis, moi, ça ne me dérange pas. Alors, ne t'inquiète pas, je vais agir avec toi comme j'aurais agi avec n'importe qui d'autre. Cela étant dit, ça va sur la difficulté, si vous voulez, l'essentiel, c'est l'égalité, moralité. Ne pas juger en droit. Mais on peut pas, encore une fois, quand le droit me permet de donner la perle au poissonnier ou à l'acheteur, là, je devrais faire intervenir ma tête, mon jugement. Charité, justice, c'est ça, tzedaka. D'accord? Alors, si on a compris ça, encore une fois, on aurait dû passer tout le cours rien que là-dessus, mais je vois, il est presque déjà admis. C'est quoi le rôle d'un juge? De trancher. De trancher. On a reproché, Exactement. On a reproché aux juges, c'est à l'époque où les juges jugeaient, où Jérusalem n'a été détruite que parce qu'on appliquait le Din Torah. Très bien. Mais alors, c'est quoi mon rôle à moi, le juge? C'est quoi ma fonction? Le juge, dans notre culture, ça peut être condamné ou innocenté. Ben non, c'est ni l'un ni l'autre. Bien sûr que pratiquement parlant, il va le faire. À la fin, il va dire, tu as raison, tu as tort, tu payes ou tu ne payes pas. Leur rôle au juge, c'est de justifier l'individu qui a fait une faute, de restaurer l'intégrité du coupable et de lui faire accepter la sentence. Il faut délivrer le coupable du mal qui l'enchaîne. Sur Tzedek, Tzedok, Rashi va nous dire, va devant un tribunal yafé, un bon tribunal. Ça veut dire qu'il y a des tribunaux qui ne sont pas bons, qui sont mauvais. Alors on se dit, oui, les tribunaux goy, ils ne sont pas bons. Mais même chez nous, des fois, il y a des juges dans les tribunaux qui sont trop stricts. Alors le Pirkei Avot va venir, il va nous dire la chose suivante. Ne prends pas la place de l'avocat, même pour aider le bonhomme, même pour aider le gars qui l'a. Ne prends pas sa place. Laisse l'avocat faire ce qu'il a à faire, parce que si toi, le juge, tu commences à vouloir donner un truc à l'accusé, il va dire, il risque de changer son fusil d'épaule. Ça va?
וכשהיו בעלי דינין עומדים לפניך, et lorsque les gens sont là devant toi, ceux qui cherchent un jugement, יהיו בעיניך כרשעים, traitez tous les deux comme des resha'im. N'aie pas de préjugés. Ne dis pas, celui-là, il est... Non, pas du tout. Là-dedans, il y en a sûrement un des deux qui est moins honnête que l'autre, puisqu'ils disent les deux des choses distinctes. Mais attention, à la fin, quand tu auras fini, quand ils vont partir, qu'ils soient à tes yeux comme des êtres complètement innocents, non coupables. Pourquoi? Parce qu'ils ont accepté le jugement. Ton rôle, et j'ai déjà vu dans les cours ici, le juge expliquer pourquoi il jugeait comme ça. Il voulait montrer au bonhomme en quoi il a eu tort de faire ce qu'il avait fait. Le Midrash Rabbah va nous dire la chose suivante, et ça va répondre à la question de Sylvain de tantôt. Elle a dit à David Amelech, la tzedaka et les jugements que tu fais, Habibin alay mi bet hamikdash. Je préfère ça au bet hamikdash que tu ne pourras pas construire. Pourquoi? Minaïn, on tire ça. David faisait mishpat ou tzedaka. David faisait mishpat, justice, ou tzedaka et charité. Maou mishpat ou tzedaka l'chol hamo. Ça veut dire quoi? Fait mishpat ou tzedaka tout son peuple. Eh bien, il y a une discussion entre deux rabbins. Et Adan et Shadin, il appliquait la loi. Il disait, toi tu as raison, toi tu as tort. Et si toi qui as tort, tu dois payer et que tu n'as pas les moyens de payer, moi je mets la main dans la poche et je paye pour toi. Ah. Amarlo Rav Nachman, mais dis-moi toi, si tu fais le malade et tu donnes des jugements comme ça, les gars ils vont se mettre d'accord. L'autre il va arriver, il va dire voilà, je lui donne de l'argent, mais moi je ne peux pas le payer, n'importe quoi. Donc ça ne marche pas ton histoire là-bas. Alors ça veut dire quoi, mais je ne suis pas tous d'accord. L'autre pose la question. Eh bien, il démontrait en quoi celui qui était dans son tort était dans son tort jusqu'au moment où le voleur qui avait volé la pièce d'argent, la pièce d'or que je lui reprochais m'avoir volée, il ressortait cette pièce d'argent de sa poche et il me la rendait. J'avais réussi, moi, le juge, à convaincre de la gravité du vol. Et bon, je peux comprendre que tu as eu envie de le voler. C'est important que tu aies envie. Je comprends que tu aies envie de le voler. Il a plein de pognon. Toi, tu dors sous les ponts, etc. Et ben, tu te dis, oh, ça ne va rien lui faire. Mais néanmoins, tu as volé. Et le fait de voler, David Amelech, il prenait son temps pour expliquer les choses aux gens. À tel point que je me sentais mal d'avoir volé. J'ai fait tes choses, bon, voilà ta pièce. Ça répond à ta question un petit peu là. Ça veut dire que si j'ai un juge devant moi qui fait son boulot, hein. Moi, ce que je comprends, c'est que la justice est une chose, le vaca c'est autre chose. Non. La justice goy, c'est une chose, et la justice juive, elle allie les deux choses-là. Elle intègre. Alors, Jean Valjean, il devrait être... Merci de l'exemple. Merci de l'exemple.
Ça veut dire que Jean Valjean, Javert, il appliquait Mishpat, strictement, tu vas au bagne. Et Monseigneur Lefebvre, il appliquait Mishpat ou Tzedaka. C'est vrai, tu as volé, mais je sais que Javert, il va t'envoyer en tôle. Alors, les chandeliers, tu as oublié le deuxième, tiens, prends-le. Jean Valjean, c'est les Misérables, c'est la illustration de. Et même quand le gars par la suite, il vient, même quand le gars par la suite, il vient, il est capable de sauver le gars qui est sur le chariot. Mais Javert, il se suicide dans la fin, si je ne m'abuse, non? Oui. Il se suicide. Oui, absolument. Il se jette dans la Seine. Alors, parce qu'il ne pouvait pas supporter un monde où il n'y aurait pas de stricte justice. Mais on a un exemple comme ça dans notre Bible. C'est Jonas. Jonas, il n'acceptait pas que Dieu puisse donner une deuxième chance à Ninive. Et à la fin, c'est pas dans les livre de Jonas ailleurs, à ce moment-là, quand Dieu lui a dit, dis-moi, pour le petit ricin de rien du tout, tu n'as rien fait pour lui, tu es en train de pleurer, et moi, une ville qui comporte je ne sais pas combien de milliers de millions d'habitants, tu veux qu'ils connaissent rien, ils ne comprennent rien, et tu ne veux pas que je leur donne une chance? Et lui a dit à ce moment-là, Jonas se met et dit, maintenant, mène ton monde avec la Midat al-Hamim. Pas seulement Midat al-Din. Il faut que maintenant, tu peux appliquer Midat al-Hamim. Et on l'avait étudié ça l'an dernier, je crois. Oui. Et dans l'histoire de Jonas, au début, il est dans une baleine mâle et à la fin, dans une baleine femelle. Pourquoi? Parce que dans une baleine femelle, il est encore plus compressé. Il est plus dans la situation où il demande miséricorde à Dieu. Dans l'autre, il était relativement à l'aise. Regardez l'humour des rabbins. Ça va, Sylvain? Absolument. On a chassé aussi. Mais Georges, je m'excuse. Il me semble avoir lu, il y a deux ou trois Shabbats, à l'effet que, et je reprends ma question de tout à l'heure, quelle que soit ta condition sociale, la justice doit être faite. Encore une fois, on ne peut pas juger un riche ou un pauvre, on doit les juger de la même façon. Absolument, absolument. Mais c'est ce que le Midrash vient de dire. Il donnait. Mais c'est pas ça ce que tu dis, Jo. Il me semble que tu dis que la justice est à deux vitesses. Non. Que si tu es pauvre, je dois compenser par la tzedaka. Non, je n'ai pas dit ça. Je reprends le Midrash de tout à l'heure. Le Midrash dit, il innocentait l'innocent et condamnait le coupable. C'est-à-dire, là, j'ai appliqué la justice. Ça va? Et qu'est-ce que je fais maintenant avec le coupable qui n'a pas d'argent pour quoi payer? C'est pas grave, je mets l'argent dans la poche. Parfait. Ok. J'ai appliqué... Donc la justice. Non, mais oui, non. Donc, tu sais parler de choses. Non. Je dis la justice, c'est la justice. Maintenant, si j'ai un problème moral avec une décision juridique, je la compense par la tzedaka. Non. Il avait aucun. Non. Dans mon histoire, David n'a aucun problème moral. Quand j'aurai un problème moral, je ne saurais pas la Torah, on n'a pas le temps d'étudier ça, mais puis on le lira à Shabbat, je ne sais pas quoi faire. J'ai un psak à donner et j'ai un sapek. Je vous ai dit, psak et sapek, je monte à Jérusalem, je vais voir les Kohanim et les Levim qui sont là-bas. Ça dépasse mes compétences. Je ne peux pas juger ce cas-là. Je ne comprends pas, il y a des choses qui ne vont pas. Mais maintenant, quand j'ai devant moi un jugement évident, clair, que la loi, c'est la loi, mais je n'applique pas la loi à la Javert. C'est ça. Parfait, on est d'accord. Ok. Si tu penses à Jean Valjean, ben, je comprends un petit peu tout. Ça va, jusque-là, c'est bon? Ouais.
Encore une fois, la loi, c'est la loi, c'est la loi. Tu es coupable. Parce que je te prends pour ça. Je t'envoie au bagne parce que tu n'avais pas de quoi manger, tu as volé un pain. Non. À la limite, dans ce cas-là, ce que je fais, je te vends comme esclave. Donc, alors, on revient au jugement qui dépend de l'individu. De la même façon que Moïse a été jugé par Dieu d'une façon très rigoureuse de par sa position, lorsqu'il a tapé sur le rocher de lui parler, par rapport à si le même acte avait été posé par quelqu'un de moins grand que lui, le jugement n'aurait pas été le même. Tu présumes que Moïse n'est pas rentré en Israël parce qu'il a frappé le rocher au lieu de lui parler. Non, je ne présume pas, je dis ce que je pense. Ce que je dis pas. Non, c'est vrai que c'est écrit dans la Torah. C'est vrai. C'est ça. Mais ce geste-là, c'est un geste qui était déjà prévu. La non-entrée en Israël a été prévue depuis le buisson ardent, ou bien un peu après. Ça veut dire que cette histoire-là, du bâton frappé au lieu de parler, c'est le même principe qui démarre déjà. Moïse lui-même le dit, depuis l'affaire des explorateurs, depuis quand Dieu lui dit, tu vas voir ce que je vais faire à ces rois-là, tu vas voir ce que je vais faire à l'Égypte. Rachid nous dit, l'Égypte tu vas voir, mais ce qui va se produire là-bas de l'autre côté, tu ne le verras pas. En une phrase, hein, c'est que avec Moïse, il n'y a que des miracles. Le bâton. En Israël, c'est la parole et le travail. Il est trop haut pour entrer en Israël. S'il rentre en Israël, c'est le Mashiach. Mais excuse-moi, dans certains commentaires, ils disent que il a perdu, si tu veux, le prestige de leader, parce qu'un leader n'est pas censé utiliser le bâton. Bon, mais c'est une façon de le voir. Et c'est pour ça qu'il lui a dit, ôte-toi de là et on met Josué. Oui, Sylvia, tu penses bien, je connais tous ces midrashim-là. Non, mais moi, je voudrais te dire, non. Ça veut dire qu'il était trop d'abord pour sa génération, numéro un, et deuxièmement, il était trop escalité pour pouvoir entrer en Israël. S'il rentre en Israël, le Mashiach est là automatiquement. Ça va Oui, ça va. Encore une fois, la justice stricte, elle est là. On a les bases de la justice, mais cette justice-là, elle n'est pas... elle est là. Mais quand je dois faire un psaque, par exemple, pour la pierre, d'un point de vue de justice stricte, tant que je n'ai pas payé le poisson, tant que je n'ai pas payé la Hazaka, tant que je n'ai pas pris, il n'est pas à moi. Mais ça, c'est formel, ça. Le poissonnier, il savait qu'il était à moi. Mais maintenant, il veut gratter une pierre. Alors maintenant, moi, le juge, si vraiment le bonhomme, le poissonnier, c'est un milliardaire et l'autre, et ce que je vous ai dit tout à l'heure, eh bien, j'ai une base légale pour que le poissonnier garde la pierre. Mais j'ai une autre base, eh bien, c'est que le bonhomme, dans son esprit, c'est pas à la lettre, c'est dans l'esprit. L'esprit des lois, c'est comme ça que ça s'appelle. Mishpat ou Zaka. Il faut faire les deux. Yeah. Et c'est en ce sens que Elohim Nitzav Ba'adat El. Les juges, ils sont investis par Dieu. Je ne vous ai pas lu le fin de Midrash. Amar Hakadosh Baruch Hu l'Israël, Banaï, mes enfants, au il des Karadinim, c'est comme ça.
puisque c'est comme ça que vous le lisez, non, excusez-moi, j'ai mal lu. Tellement les jugements sont importants à mes yeux, et vous, Elim, faites attention à la justice, faites attention au jugement. Jérusalem n'a été détruite que parce qu'on a appliqué aveuglément la loi. Ouais. Qu'est-ce qu'on dit après Jérusalem? Tzion, un verset des prophètes, Tzion ba mishpat tipadeh. Tzion sera sauvé grâce ba mishpat, à la manière dont, étant donné la loi, autrement, j'aurais pas besoin de juge. Est-ce que. Là, je demande, une seconde, Jackie, je demande à Google que dit la loi dans un cas pareil, il va me le dire, Google. Mais là, tu as jugé un cas, tu n'as pas jugé une personne. Oui, Jacques. Il disait, parce que les juges jugeaient, est-ce que je peux juger bien ou je peux juger mal? Ils jugeaient ou ne jugeaient pas? Alors, encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire juger? Ça veut dire émettre un verdict. OK? Émettre un verdict. Prenez un cas comme ça, si quelqu'un tue par inadvertance, ce qu'on appelle un meurtre au 3e degré, j'en sais trop rien. Bon, il va être condamné à la prison, mais bon, au lieu de prison à vie, il aurait 30 ans. Mais chez nous, c'est pas ça. Il va dans une vie de refuge. C'est ça. Oui. Oui. Et pourtant, il a tué. Mais il a tué. Et moi, je veux pas savoir comment et pourquoi il a tué. Il a tué. On le tue. Ouais, mais œil pour œil. Œil pour œil. Tu peux appliquer ça, toi, œil pour œil? Ok. Au nom de quoi? C'est comme un œil, il n'est pas plus cher que le tien, moins cher que le tien. Qu'est-ce que ça veut dire quoi, œil pour œil? Et on peut comprendre, il y a des sociétés qui appliquent œil pour œil comme ça. Ça va? Je termine parce qu'il est déjà tard. Juste après ça, que on nous dit, ne déforme pas, ne détourne pas la loi. La loi, c'est la loi. Le tate mishpat. Et l'otakir panim et l'otikar shohad. L'otakir panim ne te laisse pas influencer par ce monsieur-là qui vient d'arriver. Il est bien habillé, l'autre il est en haillon, donc celui-là va être plus sympa. Non. Pas de favoritisme. Voilà. Et ne prends pas de pots de vin. Pourquoi? Parce que les pots de vin, ils peuvent obscurcir les yeux des hachamim, des gens intelligents, visalek dibre tzadikim. Ils peuvent falsifier même les paroles des tzadikim. On pourra faire l'analyse, mais on n'a pas le temps maintenant. Les hachamim, il faut remarquer de quoi on parle ici. Si on parle de Hané, ce que j'ai vu, d'Ibré est ce que je dis. Et si on prend les premières lettres de chaque chose, ça fait le mot Aed, le témoin. Autrement dit, quand j'ai un témoin qui vient devant moi, oh, ce monsieur, il a reçu l'ordre du mérite, il a le médaille Samuel Bronfman, donc c'est un type intéressant ça. Il a Samuel Bronfman, oh là là, mais tout ce qu'il dit, c'est de l'argent comptant. Non, non, c'est un témoin. Tu dois le voir de manière absolument impartiale. Et toi, le témoin, fais attention à ce que tu dis. Et Manitou de conclure, de nos jours, ceux qui jouent le rôle de témoin, c'est la presse. Elle est à la fois juge et partie. Et ils se servent de ce qu'ils ont vu
pour le déformer et le dire à leur manière pour voilà. Oui, c'est intéressant. C'est pour ça que souvent, la justice, c'est à les yeux bandés. Ça veut dire qu'un bon genre, mais cette justice qui a les yeux bandés, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire, je ne reconnais, dans ce cas-là, elle ne reconnaît ni les témoins, ni les contestants. Et pas Je ne laisse pas impressionner. La justice est aveugle. Oui, alors ça, c'est la justice goy. La nôtre, elle est pas, elle a les yeux, on te dit, tu vas avoir les yeux grands ouverts et la bouche bien préparée. Voilà, Rabotaille. Allez. Une petite Tu dois être fatigué. Une petite Je dois histoire être comme ça. fatigué. Oui, il n'est que 4 heures du matin, quoi. C'est ça. Deux antagonistes qui vont chez le Qaïd. Ils devaient passer. Et un, il a porté un beau miroir. Oui, la chèvre, elle a marché sur elle a cassé. porté une mule. Et dit à monsieur, là, c'est عينيك شوف المراية. قال له زاد Là, un mule. voilà, si vous n'avez pas de questions, je vais essayer d'aller Bonne dormir. nuit, Jo. D'accord, Bonne nuit. Merci Et on se voit beaucoup. samedi si Dieu veut. Allez, Shabbat, oui. Bonsoir, merci. Très Bye bye. intéressant. On aurait pu débattre pendant des heures. Magnifique. Oui, mais bon, on aura d'autres heures pour d'autres débats. Non, c'est intéressant dans ce cas-là, c'est de voir la problématique, comment est-ce que les choses sont vues par opposition, comment elles sont vues par... voilà. Mais je crois, Jo, je m'excuse, un dernier commentaire. On a été éduqué à l'occidental, un jugement cartésien. On a en même temps notre cerveau qui est façonné par la Bible. Et on navigue entre deux univers, le cartésien et le judaïsme, qui sont complètement différents. Et c'est ce que j'ai réalisé. Non, je ne dirais pas comme toi, Sylvain. Le cartésien, le judaïsme, ça dépend de quel cartésien tu parles. Tu parles du cartésien romain. Tu parles de. Romain, oui. Oui, Romain. Non, mais c'est pas, parce que quand tu dis ça, ça veut dire que chez nous, c'est pas cartésien, c'est faux. Il y a toute une rationalité. C'est pas ça ce que j'ai dit. Non, oui, non, mais ça peut l'appliquer. Ça veut dire que il y a une phrase, les goïms, ils confondent l'égalité et moralité. Si c'est légal, c'est pour eux. Alors que chez nous, d'après, c'est faux. Leur base, c'est le légalisme, alors que chez nous, la base, c'est la morale. C'est ce que je veux dire, exactement. Et si la loi est contre la morale, eh bien... Effectivement. Voilà. Allez. Allez, bonne nuit. Bye bye. À demain. Bye.